J'aimerais parler de quelque chose d'assez abstrait, qui est la texture de l'image. Aujourd'hui, on est dans une période où la mode est clairement au retour des sensations de la pellicule. Dans les étalos, par exemple, toujours plus granuleux et sciants, avec l'ajout de bruit dès la prise de vue en tournant à des ISO très hauts ou avec les textures numériques, l'utilisation d'optiques vintage, moins corrigées, plus douces, la recherche d'aberrations, tout ça pour faire front à des caméras numériques toujours plus définies et toujours plus piquées. Et cela peut se faire aussi par l'utilisation de filtres. Les filtres que l'on met devant la caméra peuvent servir juste à casser la définition, en gommant les détails fins si on cherche une image plus ronde, moins tranchante, par exemple les SoftFX. Ils peuvent aussi créer un effet de halo sur les points lumineux, et là leur intérêt est beaucoup plus esthétique, comme les promises, les glimmers, etc. Ou jouer sur le contraste de l'image et d'autres effets, comme les fogs, etc. Le filtre polarisant, lui, est un peu à part, car il sert à maîtriser la réflexion, mais on peut aussi l'utiliser sur un visage. En gommant les brillances de la peau, il va la rendre plus lisse et plus veloutée, un peu l'équivalent du Mid-Tone Details en étalo. Après, il y a des filtres plus à effet, qui sont souvent des fabrications maison des opérateurs, comme par exemple les trames. Une trame, c'est tout simplement un bas ou un collant, de préférence en soie, que l'on va tendre sur un porte-filtre pour diffuser l'image par devant, ou même par derrière l'optique pour un effet encore plus subtil. Moi là, c'est un bas noir que j'ai collé sur un cadre 4x5.6 en résine, tout simplement. Le bas noir fait perdre pas mal de diaph, mais il est plus subtil que le bas blanc ou que le bas couleur chair. Plus le bas est tendu, plus l'effet sera fin. La trame, c'est un peu comme quand on plisse les yeux et que l'on voit nos cils. Plus on plisse les yeux, plus l'effet est fort, mais moins on a de lumière. La trame a en plus la particularité esthétique de diffracter les hautes lumières en étoiles irisées. J'ai aussi évidemment toujours avec moi un peu de vaseline à mettre sur un filtre clear pour des effets encore plus appuyés en cas de besoin. J'ai beaucoup comparé la peinture et l'image de ciné. Et pour moi, les filtres qu'un opérateur se constitue sont un peu comme sa touche. La touche du pinceau, la touche du peintre est ce qui crée la texture de l'œuvre. Sa douceur, sa dureté, son côté vaporeux ou plus défini, c'est exactement le même principe dans le choix des filtres. Pour des effets encore plus oniriques, je me suis aussi fabriqué des filtres avec du plexiglas, comme des kaléidoscopes par exemple ou des filtres stars. J'adore le plexiglas car à la différence du verre, qui est très corrigé et très transparent, le plastique, lui, diffracte différemment la longueur d'onde de couleur et crée des images fantômes un peu troubles ou des contours colorés intéressants. J'ai aussi des filtres polarisants colorés. C'est des filtres qui ne se fabriquent plus, mais qui sont très utiles pour donner un côté baroque aux extérieurs jour. Lorsque l'on fait un film à l'esthétique très acidulée en intérieur, il est souvent difficile de maintenir cet univers visuel en extérieur, à cause de la lumière du jour. Avec ces filtres, ou des filtres dégradés colorés par exemple, c'est possible, sans déploiement de moyens énormes. En cinéma, on a tendance à augmenter la force de la diffusion avec la focale. Le but étant qu'il y ait la même densité de grains diffusants pour un angle de champ différent couvert par la focale. Ça, c'est la théorie, si la série est homogène. Dans la pratique, les longues focales sont souvent plus douces que les courtes, donc il faut un peu doser le degré de diffusion en fonction de ce que l'on filme. S'il y a des sources dans le champ, ou si on est sur un gros plan de visage, on a envie de gommer un petit peu les petits défauts, les ridules, etc. Globalement, il est plus facile de fortement diffuser un gros plan qu'un plan large, où trop de diffusion se voit tout de suite. Mais alors que faire quand on fait un travelling avant, qui commence en très large et finit en très gros plan sur un visage? Quelle diffusion choisir? Les opérateurs d'antan avaient en leur possession de très longs filtres, des rectangles de verre, qui allaient dans la longueur d'un degré de diffusion faible à fort en dégradé. Et à mesure que le travelling avançait, il faisait glisser ce filtre pour augmenter progressivement son effet. Ces filtres n'existent plus. Moi aujourd'hui je fais ça très subtilement en éloignant un petit peu le filtre de la frontale, parce que plus on éloigne un filtre d'une optique, plus son effet est renforcé. On peut aussi jouer sur la texture de l'image en utilisant de la fumée ou du brouillard, qui rendra l'image plus douce, moins contrastée, voire moins saturée. Lorsqu'on éclaire une scène destinée à être en fumée, il faut juste bien garder en tête que la fumée absorbe une quantité considérable de lumière. Il faut donc penser l'exposition en fonction et créer des contrastes beaucoup plus forts que d'habitude. Une lumière de face aussi aura tendance à aplatir un brouillard et le faire disparaître à l'image. On l'éclaire donc plutôt en général à contre ou en latéral, par exemple pour matérialiser des raies de lumière. Si l'on a trop, le brouillard peut très vite créer une image blanche et lavasse. Dans la mesure du possible, il faut essayer que les comédiens soient habillés en noir ou avec une couleur sombre pour qu'ils ressortent sur l'aplat blanc. Le brouillard doit être plus épais derrière que devant pour séparer l'image en plan et créer un effet de profondeur. Donc en général, on essaie toujours d'enfumer depuis le fond du décor. Vous connaissez le sfumato,
la fameuse perspective atmosphérique de Léonard de Vinci. Mais c'est pareil. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de ceinturer le décor avec des borgnoles pour que la fumée reste piégée comme dans un sas, et s'éviter ainsi des problèmes de raccord densité de fumée entre les plans, voire même au sein des plans. J'ai une astuce pour mesurer la densité de fumée dans un décor et ainsi conserver le raccord de contraste. Je place hors champ, aligné avec la place du comédien, un drapeau noir. Ce drapeau me servira d'étalon pour évaluer ma densité de fumée raccord. Il me suffit de mesurer son exposition au spotmètre. La valeur de diaph affichée au spotmètre correspond à un niveau de gris, qui est la densité de fumée blanche devant ce drapeau noir pour une distance donnée. Si la valeur de diaphragme affichée est plus élevée, il y a trop de fumée. Il faut la laisser se dissiper. En revanche, si le spotmètre indique d'ouvrir le diaph, par rapport à la densité souhaitée, il faut rajouter de la fumée. Attention cependant au changement de plan. Il faut toujours veiller à ce que ce drapeau soit aligné avec la position du comédien et toujours mesurer au spot depuis la place de la caméra. En effet, c'est uniquement la distance qui compte dans cette mesure pour maintenir un contraste raccord et non la valeur du plan avec la focale. Car à cadre égal, on sentira éminemment plus la fumée si la personne est filmée de loin en longue focale que proche avec une courte focale. La seule limite à cette méthode, c'est malheureusement si on change d'axe lumière. Car comme évoqué précédemment, le niveau de fumée ressenti, visible, dépend de l'axe de la lumière qui l'éclaire. Enfin, au-delà de modifier la texture de l'image, la fumée peut aussi servir à dramatiser une scène. En peinture, elle était très utilisée dans les scènes de bataille par exemple, où les canons font rage et où leur fumée masque le soleil et plonge le champ de bataille dans les ténèbres. Les peintres se servent également du blanc de la fumée pour créer d'autant plus de contraste entre les différents éléments de la composition. La fumée, la pluie, la neige, la grêle ou encore les feuilles dans le vent sont autant de supports de lumière qui servent l'émotion d'une scène.